Bonjour, bonjour. Alors, dans cette vidéo, je vais montrer comment est-ce qu'on peut créer un identifiant à la fin d'un questionnaire LAM sur V qui va permettre de rediriger la personne vers un deuxième questionnaire. Par exemple, dans le cas où on voudrait récompenser des participants à une enquête avec un tirage au sort ou ce genre de choses. Et donc, on veut que les personnes qui s'inscrivent au tirage au sort aient forcément participé à l'étude. On veut donc pouvoir, pour être sûr qu'ils aient participé à l'étude, on veut pouvoir leur attribuer un identifiant qui va permettre de s'assurer de leur participation. Mais en fait, on ne veut pas que cet identifiant soit enregistré dans le questionnaire d'étude. Parce que sinon, ça voudrait dire qu'on aurait une table croisée avec dans un questionnaire les identifiants et le contact des gens, donc leur identité, et dans l'autre questionnaire, nos questions sensibles avec ce même identifiant, ce qui nous permettrait du coup d'identifier les répondants sur ces questions sensibles et qui donc seraient sous le coup des RGPD puisque on traiterait des données personnelles. Donc nous, ce qu'on va vouloir faire, c'est plutôt avoir deux jeux de données qui sont totalement séparés, un jeu de données pour l'enquête et un jeu de données pour le questionnaire, de pouvoir s'assurer que les participants aient bien participé à notre enquête, mais sans pouvoir savoir quels participants, quels sont les participants qui ont répondu à l'enquête, plutôt d'identifier les réponses des gens inscrits ensuite sur le deuxième questionnaire. Donc l'idée là-dedans est la suivante. Donc l'idée c'est qu'on a notre questionnaire initial. Et en fait ce qu'on aimerait, c'est que à la fin du questionnaire, vraiment au moment de quitter le questionnaire, on génère un identifiant. Un identifiant unique aux participants. Cet identifiant, on va ensuite l'envoyer à un second questionnaire, un questionnaire intermédiaire, qui lui aura pour mission d'enregistrer les identifiants valides, c'est-à-dire les identifiants qu'on a nous-mêmes générés. Donc ça, c'est un questionnaire intermédiaire. Les participants ne voient pas ce questionnaire. Ils sont envoyés sur ce questionnaire et tout de suite redirigés vers un troisième questionnaire, qui est donc notre formulaire d'inscription, où on prend le contact des gens. Pourquoi avoir ce questionnaire intermédiaire ? Eh bien parce qu'un participant qu'on aurait envoyé directement sur le formulaire contact, il a donc le lien vers ce formulaire. Il voit que s'il est malin, il voit que dans la barre de recherche, il y a une variable qui est précisée, qui est donc un identifiant. Donc quelqu'un qui a un peu de connaissances pourrait comprendre ça. Et donc il pourrait très bien inventer son propre identifiant pour voilà, faire semblant d'être un participant à l'étude. Et si on n'a pas un endroit où on stocke les identifiants valides, on se retrouve exposé au risque que des gens s'inscrivent au jeu concours sans avoir participé à l'étude, ce qui serait assez problématique. Mais on pourrait se dire, oui, mais ils peuvent très bien aussi trouver, s'ils sont malins, l'existence de ce formulaire intermédiaire et de nouveau se connecter à ce formulaire intermédiaire en introduisant leur propre identifiant, ce qui ferait qu'on le considérerait comme un identifiant valide, alors qu'en fait ils n'ont pas participé à l'étude ou alors ils ont rempli plusieurs fois le formulaire d'inscription. Donc là, il nous faut une deuxième solution qui permet de s'assurer que les identifiants qui sont dans le formulaire intermédiaire sont valides, c'est-à-dire qu'ils ont bien été générés par nous. Pour ça, on va voir tout de suite comment générer cet identifiant. Donc, on veut un identifiant qui soit unique, c'est-à-dire qu'on n'ait vraiment pas deux participants qui puissent avoir le même identifiant. On veut qu'on ne puisse pas retrouver le participant à partir de cet identifiant. Et on veut donc avoir une garantie que c'est bien nous qui avons généré cet identifiant. Donc pour ça, d'abord pour générer un identifiant unique, on va se baser sur des données qui sont propres aux participants, qui
permettrait techniquement, si on les avait de façon brute, de l'identifier, mais on va les transformer d'une façon que il est tout à fait improbable qu'on puisse retrouver, faire le chemin inverse, parce que ça prendrait une puissance de calcul, un temps de calcul très très long. Donc pour ça, on va prendre l'identifiant du participant dans le formulaire de Lime Survey, puisque c'est une variable qu'on peut appeler au sein du formulaire. Donc on va prendre l'identifiant du participant, on va prendre, on va prendre aussi le timecode, qui est donc une suite de caractères qui correspond à la date, l'heure, etc. De passation ou d'envoi du questionnaire en tout cas. Et donc on va prendre ces deux chiffres, on va les multiplier entre eux. Et puisque là, si on avait juste ces deux chiffres à multiplier entre eux, ça serait assez rapide de retrouver les participants, puisqu'il suffirait, en connaissant le début de diffusion du questionnaire et en connaissant les identifiants des participants qui ont terminé le questionnaire et donc qui ont potentiellement été inscrits sur le formulaire, il suffirait de faire un brute force, c'est-à-dire de tester toutes les combinaisons possibles, et on arriverait assez vite à retrouver tous les participants. Donc pour rendre cette opération beaucoup trop longue, on va rajouter des nombres aléatoires. Et donc on veut que ces nombres aléatoires ne nous mettent pas dans une situation où deux personnes auraient le même code. Donc par exemple, on sait que nos identifiants participants, ils vont aller au maximum de 1 à 10 000, on va dire. Et ben donc et on sait que notre timecode c'est un chiffre beaucoup plus long que ça. Et ben donc par exemple notre chiffre aléatoire, on va le faire commencer à 10 000, 1, jusqu'à par exemple si on veut que ce soit une longueur de 10 000, bah, on va dire jusqu'à 20 000. Et pour complexifier encore plus, on va en générer deux. Donc on va générer deux nombres aléatoires, de sorte à ce que maintenant, si on voulait faire du brute force, c'est-à-dire retrouver, tester toutes les combinaisons possibles pour retrouver les identifiants des participants qui ont répondu au questionnaire, qui sont inscrits au formulaire, et ben ça nous demanderait un temps très long, parce que puisqu'on a donc 10 000 au carré solutions en plus à tester, fois du coup 500, si on est sur une étude avec 500 participants, fois 500 personnes qui auraient potentiellement rempli le formulaire, fois sachant que le timecode enregistre les millièmes de seconde, non les centièmes de seconde. Donc si le formulaire par exemple a été diffusé sur 30 jours, on va faire 30 jours fois 24 heures, fois 60 minutes, fois 60 secondes, fois 100. Donc on est vraiment sur un nombre de combinaisons très grand qui rend quasiment impossible le fait d'identifier, retrouver les identifiants des participants en testant toutes les combinaisons possibles. Donc ça, c'est notre identifiant qu'on va pouvoir envoyer à notre formulaire intermédiaire pour l'enregistrer et le renvoyer vers le formulaire de contact. D'accord, mais du coup, comme on expliquait, dans ce formulaire intermédiaire, s'il y a des petits malins qui trouvent qu'il y a une redirection qui passe par ça, ils peuvent très bien injecter leur propre identifiant. Et donc nous, pour savoir s'il est valide, il nous faut donc un moyen. Et donc pour ça, on va créer une clé de validation. L'idée, c'est que cette clé, elle va être calculée à partir de l'identifiant qui a été généré. Et on va utiliser un chiffrement en soi pour créer une clé qu'on sait recalculer à partir de l'identifiant. Donc si dans le formulaire intermédiaire on trouve des identifiants dont la clé ne correspond pas à l'identifiant, c'est-à-dire on ne la retrouve pas avec la fonction qu'on a créée, et ben on pourra savoir que cet identifiant n'est pas valide. Donc pour ça,
la solution que j'ai imaginée, c'est tout simplement notre identifiant. Par exemple, je vais écrire des chiffres au pif. Hop. Donc, par exemple, notre identifiant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va récupérer les... Ouais, c'est un peu épais. Hop. On va récupérer les deux groupes de 3 dernières lettres, 3 derniers chiffres dans l'identifiant. Et on va créer une clé à partir de ces chiffres. Donc la solution que j'ai proposée, mais en fait on peut utiliser n'importe quel système derrière de chiffrement. Moi j'ai tout simplement choisi étant donné qu'on est sur 3 chiffres, on va donc de 1 à 999. Donc on va se dire qu'on est sur une clé qui peut aller de 1 à 1000 quoi. Et donc pour ça, on va utiliser une combinaison de bases calculée à partir de chiffres et de lettres. Donc par exemple, ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre les 25 premières lettres de l'alphabet fois un système binaire qui sera trafiqué pour que ça ne se voit pas forcément que c'est du binaire, fois 20 lettres. Donc on se retrouve avec un système de chiffrement qui peut accueillir des chiffres de 1 à 1000. Et donc, comment ça va marcher? C'est, donc par exemple, si ici on a écrit 0,25, notre base de chiffrement revient à coder 25, 1, 1. Si on arrive à 26, on passe à 1, 2, 1. Si on est à 51, on est à 1, 1, 2, etc. Alors, où j'en étais? J'ai été interrompu par le recensement de la population. Du coup, oui, donc j'étais en train d'expliquer comment on codait avec cette base. Donc voilà, c'est vraiment à comprendre comme la première particule va aller de 1 à 25, et une fois qu'elle dépasse 25, celle-là passe à 2. Une fois que on a eu 51, on dépasse 51, celui-là passe à 2 et tout le reste à 1, etc. C'est un peu les mêmes principes que finalement un codage binaire, sauf que au lieu que ce soit une base de 2 pour chaque particule, on a 3 particules avec une base différente en fait. Donc l'idée, ça va être que cette première particule, on va la convertir en une lettre de l'alphabet. Par exemple, si on a 3, et ben ce sera C. Cette particule, on va... Mince. Tac, tac, tac. J'y arrive. Donc, la première particule, par exemple, si on est à 3, ça va être C. Si la deuxième particule, ce qu'on va faire, c'est qu'on va générer un nombre aléatoire. Mais en fait, on va représenter le 1 par des nombres impairs et le 2 par des nombres pairs. Donc en fait, il suffit de générer un nombre aléatoire, on va dire entre 100 et 999, qu'on va diviser par 2 et dont on va prendre l'entier. Et si donc on est en impair, il suffit de lui mettre plus 0,5 et de multiplier le tout par 2. Et si on est en pair, on enlève simplement le plus 0,5. Donc en fait on a un si particule 2 est égal à 1, alors 0,5, sinon 0. Ce qui va donc nous générer un nombre impair quand au milieu notre base est à 1 et un nombre pair quand notre base est à 2. Et pour la dernière particule, on va de nouveau générer une lettre. Donc de nouveau, par exemple, si on a 4 sur la dernière particule, et bah D. Et on va faire ça pour nos deux particules, enfin nos deux groupes de 3 chiffres. Et ce qu'on va faire, c'est que cette base
donc lettre, chiffre, lettre. On va ensuite la transformer dans l'ordre dans lequel on affiche les choses. Donc, c'est-à-dire qu'on va créer dans notre clé de validation, on va mettre la lettre de la base 25 en premier, par exemple ici C, puis la lettre de la base 20, D. Puis on va faire pareil pour la deuxième groupe de 3 chiffres, par exemple, je sais pas, HG. Et après, on va mettre la suite de caractères qui correspond aux 3 chiffres qui seraient pairs ou impairs. Donc, par exemple, je sais pas, 154, 223. Et donc voilà, là on a notre clé de validation. On sait la recalculer à partir de l'identifiant. On va la prendre et la mettre à la fin de notre identifiant. Hop. Et ça, c'est l'identifiant complet. Donc c'est ce qu'on va envoyer vers le formulaire intermédiaire, qui va repartir vers le formulaire contact. Et donc ici, on a un identifiant unique pour participant, qu'on ne peut pas retrouver parce que ça demanderait trop de temps de calcul, et qui ne peut pas, les participants ne peuvent pas injecter leur propre identifiant personnalisé pour fausser, pour fausser notre base de données en ajoutant de nouveaux identifiants pour passer plusieurs fois le formulaire de participation au jeu concours, parce qu'ils ne connaissent pas le mode de chiffrement qu'on a utilisé pour calculer cette clé à partir de notre identifiant. Donc on peut détecter les faux identifiants ajoutés. Bien sûr, la probabilité que des gens ajoutent des faux identifiants est très faible, mais on a ici une solution simple qui permet d'arriver à ce but. Et donc pour l'implémenter dans Lime Survey, alors j'ai pas encore totalement fini, mais ça va être pas trop compliqué à illustrer. Tac tac. Donc ce qu'on va faire, on va créer 2 variables. Une variable ID qui va servir à générer l'identifiant, et une variable ID key dans lequel en fait on a des sous-questions de texte qui vont permettre d'isoler les particules de l'identifiant et de les convertir selon notre mode de chiffrement pour ensuite les ajouter à la fin de l'identifiant. Et en fait j'ai découvert, puisque une problématique qu'on a, c'est que si on mettait des équations ici dans Lime Survey qui permettraient de remplir ces variables avec le nom de l'identifiant et qu'on voulait pouvoir l'intégrer dans l'URL de redirection automatique qui est ici à la fin du questionnaire. Le problème, c'est que faire comme ça implique qu'on enregistre dans notre base de données de l'enquête l'identifiant des gens. Or, c'est ce qu'on ne veut pas faire, ça, puisqu'on ne veut pas, nous, avoir l'information de l'identifiant correspond à quel participant. Mais donc, ce que j'ai découvert, qui est assez pratique, tac, tac, d'ailleurs, je viens de me rendre compte que je n'avais pas sauvegardé ce que j'ai fait, c'est pas grave, c'est que si on réalise des équations dans le message de fin d'un questionnaire, ça nous permet de manipuler des variables qui existent dans notre questionnaire, donc ici les variables qu'on a ici, sans pour autant enregistrer les manipulations qui seront faites là dans la base de données. Parce qu'en fait, la base de données est sauvegardée avant de passer à l'écran de fin du questionnaire. Et donc quand les modifications, les manipulations par des fonctions qu'on réalise dans cet écran de fin ne sont pas enregistrées dans la base de données. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va tout simplement laisser vide ces variables et on va juste s'en servir pour pouvoir manipuler, générer l'identifiant et manipuler ses composants dans l'écran de fin. Et en fait, ces manipulations ne seront pas enregistrées. Par exemple, ici, j'ai la fonction qui génère l'identifiant et en dessous, pour simplifier, j'ai inventé une particule. J'ai pas encore du coup écrit les fonctions qui permettent de convertir le code, l'identifiant avec notre clé de chiffrement. Mais donc si on active ce questionnaire et qu'on le lance, on voit que ça... donc là, ce que ça a fait, c'est que c'est allé sur le questionnaire intermédiaire et ça nous a redirigé vers le jeu concours. Et donc ce qu'on va voir, c'est que si on part du questionnaire initial qui a généré l'identifiant, on voit que le participant, on n'a pas du tout enregistré cet identifiant. Pourtant, on l'a bien manipulé dans l'écran de fin.
Par contre, si on va sur notre questionnaire intermédiaire, hop, non, ici. Si on va dans notre questionnaire intermédiaire, on regarde la dernière réponse, et ben, on a bien ici l'identifiant du participant dans notre questionnaire intermédiaire. Et si on va dans le jeu concours, par contre, j'ai pas validé la réponse, donc je ne sais pas si ça me l'aura enregistré. Si, ça me l'a enregistré quand même. Et donc, on voit bien que dans le jeu concours, on a aussi l'identifiant. Et on peut donc vérifier que tous les identifiants qui sont dans la section jeu concours sont bien présents dans le questionnaire intermédiaire, ce qui nous montre que ça vient bien de notre formulaire d'enquête. Et on pourra vérifier que la clé de chiffrement correspond bien à l'identifiant en utilisant notre fonction. Je reviens plus tard, le temps que j'écrive les fonctions qui permettent de générer la clé de chiffrement et je vais vous expliquer tout ça.